Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. La lutte contre la corruption, est-ce que ce n'est pas, excusez-moi du terme, une tarte à la crème? En fait, les enjeux pour l'Afrique sont en termes de comment l'Afrique peut récupérer son argent qui est placé un peu partout. C'est l'évasion fiscale, c'est le transfert illicite des capitaux. Ça se compte en milliards de dollars. Et je crois qu'on va aller peut-être au-delà pour que les législations au niveau de chaque pays soient législations en adéquation avec cette volonté de lutter contre le phénomène de la corruption. Donc il va falloir adapter le cadre juridique, chacun dans son pays avec ses lois, pour qu'on puisse réellement combattre ce phénomène. Il y a le trafic des capitaux et puis il y a le trafic de drogue. Vous avez eu des mots assez durs il y a quelques mois sur votre voisin, le Maroc. Et du coup, le Maroc s'est crispé et a convoqué votre ambassadeur à Rabat. Comment analysez-vous la situation aujourd'hui? En fait, moi j'ai fait une conférence à Alger. Vous savez que l'Algérie est pays membre fondateur du Forum global de lutte contre le terrorisme. Et nous avons la coprésidence avec le Canada. Nous avons fait une conférence avec des experts venus du monde entier. Et l'accent a été mis sur le lien qu'il y a entre le crime organisé et la lutte antiterroriste. Aujourd'hui, le problème se pose qu'au niveau du Sahel, il n'y a pas d'autre source que les grands trafics. Donc il y a la drogue, il y a le trafic humain, et là aussi donc il va falloir que nous puissions coordonner nos efforts dans le cadre des mécanismes au sein de l'Union africaine, également dans les mécanismes auxquels nous appartenons sur le cadre sous-régional pour lutter contre ce phénomène. Mais sur la lutte contre le trafic de drogue, on a le sentiment que le dialogue est coupé entre votre pays et le Maroc. Enfin, le dialogue s'inscrit dans le cadre de la volonté politique des uns et des autres. L'Algérie n'est pas un pays producteur de hashish ou de drogue ou autre chose. Bon, nous faisons en sorte que chacun essaye, par les moyens qu'il a, de lutter contre ce phénomène pour la stabilité de la région. Et donc, il va falloir que chacun fasse l'effort de son côté, sans qu'il y ait de grandes polémiques. On sait qui fait quoi, on sait qui est derrière quoi, donc ça, tout le monde le sait. Vous n'avez qu'à revoir un peu les rapports des Nations Unies qui sont très très clairs sur les trafics dans le monde. C'est pas uniquement dans notre région, mais dans d'autres régions, en Afghanistan ou ailleurs. Donc là, c'est un phénomène mondial, donc il va falloir qu'on prenne en charge dans le cadre des Nations Unies pour faire face à ce genre de fléau. Il y a 3 ans, ont été signés les accords d'Alger pour le retour de la paix au Mali. Et aujourd'hui, les Nations Unies tapent du poing sur la table, ils demandent aux Maliens d'appliquer cet accord. Ils ne sont pas contents. Quelle est votre position? Nous, vous savez, nous avons apporté notre part. Vous connaissez un peu la politique étrangère de l'Algérie, notamment les efforts qui sont faits par l'Algérie dans le retour à la stabilité dans notre voisinage. Nous sommes beaucoup investis dans le processus qui a amené à l'accord de Bamako, né des accords d'Alger. Nous continuons à le penser, d'ailleurs, tout comme pour ce qui est de la Libye, que le problème est entre les mains des Maliens, de toutes les parties signataires. Il faut que les Maliens s'approprient le processus de mise en œuvre des engagements qu'ils ont pris. Et nous pensons sérieusement en Algérie qu'ils ont les capacités, ils ont la vérité. Vous savez, un accord n'a de valeur que s'il est mis en œuvre. Et la mise en œuvre d'un accord n'existe que s'il y a une véritable volonté de la part des signataires. Moi, je n'accuse personne, mais je suis certain que s'il y a une véritable prise en charge, sans interférence dans les affaires des uns et des autres, je pense qu'on aura franchi de grandes étapes dans le retour de la paix et la stabilité, dans la préservation de l'unité et la souveraineté de ce pays voisin avec lequel nous partageons beaucoup de choses. Enfin, nous partageons l'histoire, le voisinage. Donc, s'il y a une volonté partagée de faire avancer les choses, de les faire aboutir, tant mieux. D'ailleurs, nous y travaillons pour ça. Et de ce point de vue, est-ce que l'arrivée de Soumeylou Boubèye Maïga à la primature à Bamako est une bonne nouvelle? Enfin, bonne nouvelle, tout ce qui va dans le sens de rapprocher les points de vue est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, le Mali est confronté à beaucoup de défis, des défis sécuritaires, des défis de développement. Ils ont des échéances nationales. Bon, je pense que s'il y a des gens qui peuvent être assembleurs quelque part, tant mieux pour le Mali. Il y a cette initiative du G5 Sahel pour créer une force conjointe avec des réunions pour le financement. La dernière a eu lieu en décembre et on a remarqué que l'Algérie n'était pas présente. Pourquoi? Vous savez, nous avons notre propre doctrine en matière de paix et de sécurité, surtout qu'il s'agit de notre région. Nous avons toujours privilégié l'effort national pour faire face à l'événement. Et ça, c'est partant du vécu, de l'expérience que nous avons vécue. Nous n'avons compté sur personne pour nous en sortir après une décennie noire et après 200 000 morts. Donc le compter sur soi est un facteur extrêmement important. On ne peut pas faire face au terrorisme, mais par expérience, s'il n'y a pas une véritable mobilisation à l'interne. Par contre, ce dont a besoin le Mali, c'est ce que nous faisons nous. Nous le faisons pour le Mali, nous le faisons pour le Niger. Il ne faut pas perdre de vue. C'est pas parce que nous n'avons pas de troupes. Nous, c'est une doctrine. Nous, notre armée a une vocation de défense nationale. C'est constitutionnel, c'est historique, c'est culturel, c'est tout ce que vous voulez. Nous, les enfants de l'Algérie, défendent leur pays. Bon, on ne va pas dans d'autres théâtres. Ça, c'est pas dans notre doctrine. Par contre, notre devoir de soutien ou d'aide aux pays qui sont confrontés à ce genre de situation, là, on le fait par devoir, mais on le fait parfois dans la grande discrétion. Je vous le dis, nous avons beaucoup investi dans la formation d'unités spéciales de lutte contre le terrorisme en territoire saharien. Ça, c'est vraiment de la spécialité dans la spécialité. Nous le faisons par des équipements en termes logistiques. Depuis l'indépendance à aujourd'hui, il y a plus de 65 000 cadres qui ont été formés chez nous. Nous le faisons pour le Mali, nous le faisons pour le Niger, nous le faisons pour d'autres pays de la sous-région. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que les services algériens mènent un double jeu par rapport au chef terroriste Iyad Agrali? Vous savez, Iyad Agrali est blacklisté par les Nations Unies. L'Algérie donc met en œuvre les décisions des Nations Unies. Donc tout ce qui
qui est blacklisté, nous luttons contre ces gens-là. Et puis, si nous, on a eu l'occasion de discuter avec nos partenaires, quels qu'ils soient, Ayad Rali n'a rien à voir avec l'Algérie. L'Algérie n'a rien à voir avec lui. Je vous rappelle un peu, Ayad Rali s'était allié à Abel Mortar et aux autres quand il y a eu l'enlèvement des diplomates algériens à Gao. On ne peut pas être l'allié de quelqu'un qui a enlevé vos enfants ou l'ami de quelqu'un qui a enlevé vos enfants. Vous êtes sérieux. Il ne faut pas qu'on fasse une fixation qu'on dise à chaque fois Ayad, c'est l'Algérie. C'est pas l'Algérie, c'est faux. Moi, je connais bien l'histoire. Un jour, j'aurai l'occasion d'écrire mes mémoires et j'ai beaucoup de choses à dire avec Ayad et quels sont les liens, avec qui il a des liens, avec qui il a eu des liens. Monsieur le ministre, merci.